Dans cette section, on va voir les réseaux de neurones multicouches, à savoir comment faire pour utiliser des réseaux de neurones et faire de la classification non linéaire. Donc, pour comprendre cette section-ci, il faut absolument maîtriser sur le bout de ses doigts ce qui a été vu jusqu'à présent sur les réseaux de neurones, en particulier le perceptron, la régression logistique et les SVM. Donc, je vous encourage à aller voir les vidéos qui portent sur ces différentes sections. Cependant, si je résume assez rapidement, vous devez très très bien comprendre euh, déjà en quoi consiste une classification linéaire. Donc, on a une fonction qui est y de w. W, ce sont les paramètres de ma fonction y, qui implémente une fonction linéaire comme ceci, qu'on peut représenter par un produit scalaire comme ça ici. Et par simplicité, en général, on laisse tomber là, le prime. Si on rajoute une fonction signe, donc en sortie, on a une sortie binaire, c'est ce qu'on appelle un perceptron. Donc un perceptron, c'est une représentation graphique et mathématique de notre classifieur linéaire ici. Et si on combine un produit scalaire avec une non-linéarité, une fonction d'activation, on appelle ça un neurone. Ça ici, c'est le critère du perceptron, donc la fonction de coût pour entraîner un perceptron, ainsi que son gradient en bas à gauche. On peut aussi avoir une autre fonction. Donc, si on rajoute une autre fonction de coût, si on rajoute un 1 ici, ça devient la fonction de coût SVM ou la hinge loss. On a vu ça aussi. Pourquoi vient le 1? Le 1 vient de la notion de marge. Autre chose, si on remplace la non-linéarité qui était la fonction signe pour le perceptron par une sigmoïde, ici et ici, ben on obtient une régression logistique. Le but, c'est pas de faire de la régression, bien que ça s'appelle une régression logistique. La raison pour laquelle on appelle ça régression logistique, c'est qu'en sortie du réseau, on a une valeur qui est entre 0 et 1. Mais le but, c'est de faire de la segmentation. Donc, une valeur entre 0 et 1, ça veut dire quoi? C'est en gros, c'est que cette machine-là ici, ou enfin cet algorithme-là, permet d'estimer la classe P de C1 étant donné X. Donc, c'est pour ça que ça donne une valeur qui est entre 0 et 1. Et pour entraîner une régression logistique avec une fonction sigmoïde, on va utiliser ici une entropie croisée. Et c'est le gradient ici de l'entropie croisée. Donc, on a vu ça auparavant, ça doit être bien acquis et bien maîtrisé. On peut faire de la classification multiclasse avec le perceptron. Donc, il s'agit tout simplement de prendre le score, la classe dont le score est maximal. Et lorsqu'on a plusieurs classes, en sortie, on va avoir autant de neurones que on a de classes. Donc ici, on a 3 classes, on a 3 neurones de sortie. Et ce faisant, mon réseau de neurones devient un opérateur qui implique la multiplication entre une matrice ici 3 par 3, ainsi qu'un vecteur d'entrée X. Pourquoi 3 par 3? Parce qu'on a 3 neurones en entrée et 3 neurones en sortie. Donc 3 fois 3 nombre de poids au total. On avait montré des exemples chiffrés. Donc voici la donnée qui est ici. Si on prend ces coordonnées, on donne ça à manger à notre fonction, notre fonction va nous retourner des scores négatifs et positifs, et c'est la classe dont le score est le plus élevé qui l'emporte. Donc, pour entraîner un perceptron multiclasse, on avait vu cette fonction de coût-là ici, qui en gros, c'est la somme sur toutes les données mal classées du score de la mauvaise classe moins le score de la bonne classe. Et le gradient, c'est ni plus ni moins quelque chose comme ça ici. Si on rajoute un 1, on obtient la hinge loss ou la SVM loss. Et si en sortie, on rajoute un softmax, donc qui consiste à prendre chaque neurone de sortie, en prendre l'exponentielle et de normaliser, ce que ça nous donne une sorte de régression logistique multiclasse où, en sortie, on a la probabilité conditionnelle a posteriori d'observer la classe C0, C1, C2 dans le cas 3 classes, étant donné X et les paramètres W du réseau. Donc, pour entraîner un réseau comme celui-ci, on va avoir des cibles qui sont typiquement des one-hot vectors, c'est-à-dire un vecteur à K dimensions, où K, ici, c'est K égale à 10, K est le nombre de classes. Tous les éléments sont à 0, sauf 1, qui correspond à la vraie classe. L'entropie croisée ou la cross-entropie pour entraîner un réseau comme celui-ci, c'est quelque chose comme ça ici, donc avec 2 sommes. C'est relativement peut-être
plus ou moins intuitif, mais encore si on s'y arrête un peu puis qu'on représente de façon chiffrée, on prend un exemple chiffré pour entraîner un réseau comme celui-ci, finalement, c'est pas super compliqué de maîtriser cette fonction-là. Et le gradient de cette fonction-là ici, c'est une preuve que vous avez à faire en devoir, c'est donné par l'équation que voici. Et ça ici, c'est à implémenter au devoir 4. On avait aussi vu la différence qu'il y avait entre une hinge-loss et puis l'entropie croisée avec des données chiffrées. Et puis on avait vu que au final, tout dépendamment des modifications qu'on apportait au score, ça avait pas nécessairement le même impact sur la hinge-loss ou la cross-entropie, l'entropie croisée. Donc ça aussi, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Ce qui est super important, c'est que ça ici, là, c'est la softmax. Et que sans softmax, il est illogique de vouloir implémenter une cross-entropie. Et puis, si on fait une softmax, utiliser une hinge loss, pas que c'est impossible, mais disons que c'est relativement inapproprié. On a aussi vu que, en général, quand on optimise un système, on va chercher à réduire au minimum une fonction de coût, une fonction de perte, et souvent, on va y adjoindre un terme de régularisation auquel on multiplie une constante qui est ça c'est une valeur réelle. Et le terme de régularisation a pour objectif de faire en sorte que les poids de W soient le plus proche possible de zéro afin d'éviter de surapprendre ou d'overfitter. Donc, en général, la régularisation, si vous allez dans les diverses bibliothèques de techniques d'apprentissage, vous allez voir que c'est une fonction de type L1 ou L2. Et pour finir, les méthodes de type réseau de neurones s'entraînent à l'aide de descente de gradient qui, ni plus ni moins, implémente la fonction que vous avez ici. Donc ça, c'est les paramètres. Donc, descente de gradient, c'est un algorithme itératif. Donc, à l'itération K plus 1, les paramètres totaux du réseau égale aux paramètres à l'itération précédente moins un pas dans la direction du gradient maximum. Donc, eta, c'est le taux d'apprentissage maximum. Ça ici, c'est le gradient de la fonction de coût. Je n'ai pas mentionné, là, mais c'est par rapport au paramètre W. On a vu qu'on pouvait implémenter cette descente de gradient à l'aide d'une descente de gradient stochastique ou encore à l'aide d'une optimisation par batch. Plus tard, dans ce chapitre, on va voir une autre type de méthode qu'on appelle l'optimisation par mini-batch.